Alors, nous allons passer un petit moment un petit peu exceptionnel sur ce salon MedAgri. Le plateau télé reçoit une table ronde d'importance au sujet du foncier. Hein, pas de paysans sans terre. La question du foncier des terres agricoles est au cœur du monde agricole et on va vous raconter une histoire tout à fait exceptionnelle. Ne pensez pas que ça se passe toujours comme ça, mais parfois oui, grâce à l'impulsion et au talent des gens qui sont ici avec moi aujourd'hui. Alors cette table ronde est organisée par la SAFER PACA. On va parler d'un échange multilatéral, on va vous expliquer ce que c'est, tout à fait unique. Pour en parler, je vais faire dans l'ordre. Allez, je commence par madame. Maître Audrey Rivière-Talon, notaire à Piolinck. Laurence Malatray, qui est donc conseillère foncier à la SAFER PACA de Vaucluse. Nous avons ensuite, que je ne me trompe pas, c'est pas Pierre, c'est Sébastien Mazoyer, qui est exploitant à Huchot. Sylvain Bernard, qui est exploitant à Piolinck. Et Pierre et Jean Perrier, je vais y arriver, qui est exploitant à Piolinck également. Voilà. Alors déjà, vous voyez à peu près où ça se situe. Entre Huchot, Piolinck, ça se passe plutôt dans le Vaucluse. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le Vaucluse, Sylvain? Est-ce que vous pouvez nous raconter? Eh bien, ça remonte à il y a un 10 bout ans. de temps. Il y a 10 ans, le début, enfin, il y a 10 ans. Le début, il est plus vieux que ça encore, puisque c'est la génération avant nous qui avait commencé à échanger des terres pour, avec le matériel qui grandissait, le besoin d'irriguer, le besoin d'être plus efficient, essayer de remembrer les parcelles. Donc nos pères avaient échangé des parcelles avec d'autres agriculteurs qui ne sont pas forcément là, mais il y avait des échanges qui avaient été faits, des échanges informels. Et même des fois, quand on discutait entre nous, on avait du mal à s'y retrouver parce que, à force d'échanger, ça finit par se perdre. Et un jour, on s'est dit, il faut qu'on mette ça sur le papier parce qu'il y a des successions, il y a des évolutions. Il faut qu'on sécurise les échanges qui sont faits. Et on a voulu aller plus loin en continuant ces échanges qui avaient été commencés pour remembrer encore un peu mieux nos exploitations, agrandir notre parcellaire, ramener les parcelles plus près des sièges d'exploitation. Enfin, toujours dans un souci d'être plus efficient, quoi. Alors, si on veut poser une photographie, hein, un paysage, vous êtes tous les trois ici pour raconter cette histoire, mais il y avait d'autres agriculteurs avec vous à ce moment-là. Vous n'avez pas tous la même activité. Je crois qu'il y a de la céréale, il y a de la vigne. Qu'est-ce qu'on trouve? Oui, il y a un peu de tout. Il y a un peu toute culture. Il y a effectivement des cultures pérennes. C'est ce qui est un peu aussi compliqué par moment les échanges. Mais on est quand même là les trois autour de là tous les trois en terre labourable essentiellement sur des cultures annuelles. Il y avait quand même la grande majorité de terres labourables. Après, ça n'a pas été le frein ça n'a pas été un frein. Là, nous, c'était vraiment sur le plus long terme de sécuriser et d'agrandir le parcellaire. Ok, donc on était à la fois à Piolinck, on était à Huchot, il y avait d'autres communes concernées. C'est principalement limitrophe entre Piolinck et Huchot, ça correspond à 2 surfaces cadastrales. Il y avait un tout petit peu de parcelles sur les communes à Sérignan, un tout petit peu, un peu nord d'Orange, mais vraiment très peu. C'est vraiment principalement sur Huchot et Piolinck. Ok, donc là, on est face à un groupe d'agriculteurs, en gros, qui s'est passé les terres depuis quelques années. Chacun s'était arrangé comme ça, puis un jour, vous vous dites, bon, on va mettre tout ça au carré. Donc, vous décidez de mettre tout ça au carré, et là... Vous m'avez raconté, on avait commencé à faire un petit tableur Excel et on s'est dit ouch. Là, on s'est retrouvés tous les trois. Alors, c'est pour la petite histoire. Mon bureau était dans ma chambre. J'avais encore pas de bureau sur l'exploitation. Donc, on s'est retrouvés tous les trois au bureau dans la chambre avec un tableur Excel que j'avais créé avec des formules. On allait sur cadastre.gouv parce que pour avoir les surfaces officielles des parcelles, parce que nous, on a les surfaces exploitées, mais on n'avait pas l'accès aux surfaces. Donc, c'était le seul moyen qu'on avait d'avoir vraiment la vraie référence cadastrale et la surface, mais on n'avait pas la confirmation du propriétaire. Donc, on faisait ça d'après nos connaissances et des échanges qu'on avait. Et donc, ce travail, il a commencé déjà, on a fait quelques heures comme ça. On a décousu les jours de pluie. Vous aviez déjà mené votre propre enquête. On a fait, je ne sais pas, je n'ai pas noté parce que ça fait une dizaine d'années, mais... Je pense que la semaine de travail, ça équivaut au moins une semaine de travail à temps plein, tous les trois, pour commencer à dégrossir le tableau. Et après, on a vu que de toute manière, on n'allait pas arriver à aller au bout. C'était pas possible avec les tableurs Excel et .gouv.fr. Là, c'est pas possible. Donc là, on a contacté Laurence à la SAFER et on lui a expliqué le projet. Oulala. Ouais. Et donc, du coup, ça a mis du temps à démarrer. Après, la SAFER nous a donné une
une planche avec là où il y avait les comptes propriétaires. Donc là, avec des codes couleurs, on a réussi à regrouper et à vérifier que les parcelles qu'on avait identifiées étaient bien au bon propriétaire et des fois pas su compenser. Eh oui. Et donc ça c'est le début. Et donc c'était il y a 10 ans ça. Voilà. Ouais. Et là Et alors, donc il y a 10 ans, Laurence, vous étiez là et puis donc vous voyez débarquer les 3 mousquetaires avec leur dossier sous le bras et on vous dit voilà le bébé. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez l'étendue du terrain de jeu qui représente plusieurs centaines d'hectares? Alors oui, le périmètre de l'échange, c'est 700 hectares. Bon, alors ça n'a pas été 700 hectares dès le départ, mais voilà, on s'est attelé à la tâche. Plus on a avancé, plus on s'est aperçu que c'était beaucoup de travail, que c'était colossal. Moi, matériellement, je n'avais pas le temps de faire ce travail. Il aurait fallu me dégager de mon secteur sur lequel je devais faire des opérations foncières. On a réfléchi en interne, on a essayé de trouver une solution en interne qu'on n'a pas trouvée. Et on a, notre directeur général de l'époque a pensé à un ancien salarié de la SAFER qui s'appelle Olivier Louis, voilà, qui était spécialiste des échanges dans les Hautes-Alpes quand il sévissait sur ce secteur. Et on l'a contacté et il a été d'accord pour accepter cette mission. Et donc c'est lui qui a procédé aux négociations, voilà. Il a rencontré les interlocuteurs et nous, on était là en arrière-plan, en fait, pour rédiger les promesses d'échange, pour faire les scénarios d'échange. Vous n'aviez jamais eu un dossier comme celui-ci auparavant? Non, jamais. Alors depuis, j'ai refait un échange avec 7 co-échangistes sur mon nouveau secteur. Bon, là, c'était finger in the noise, voilà, c'est ça, comme on dit. Non, je pense que moi, je suis assez expérimentée à la SAFER. Voilà, de mes plus loin souvenirs, c'est la première fois. Alors, à la SAFER, là, vous avez senti l'importance aussi quand même du dossier, c'est-à-dire que la demande venait des agriculteurs, mais quelque part, vous aviez aussi une appréhension du dossier en vous disant, là, il faut absolument qu'on mette ça au clair, que ce soit propre pour que... Parce que l'idée, quand même, on ne l'a pas dit, mais de restructurer ce foncier, c'est vous permettre à vous, agriculteurs, de mieux conduire vos exploitations, de faciliter la culture. C'est bien ça, Sébastien? Oui, c'est ça. En fait, nous, on fait beaucoup d'échanges entre nous. Sylvain fait de la tomate, nous, on fait de la céréale, d'autres font des luzernes comme Jean. Et ça permet de faire tourner les terres entre nous et des gros parcellaires. Donc, du coup, c'est plus facile d'échanger un îlot de 7 ou 10 hectares que 7 morceaux d'1 hectare. Eh oui, voilà. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment faciliter votre travail au quotidien. C'est ça. Donc ça fait partie un peu de... Vous avez l'habitude de travailler sur ce genre de sujet à la SAFER. Alors c'est ça, ce sont des échanges culturaux en fait. Hein. C'est, on pour une année. Voilà, c'est ça. Dans le cas des rotations de culture. Mais l'idée de remembrer pour permettre d'avoir en fait des surfaces qui soient cohérentes pour les exploitations et le type de culture, ça fait partie aussi de ce que vous faites. Oui, exactement. Vous avez l'habitude de ces sujets-là, mais pas sur 700 hectares avec de nombreux propriétaires. Voilà, c'est ça. C'est 52 comptes de propriété, c'est 47 promesses d'échange, c'est 340 parcelles pour 81 hectares. La SAFER a acquis un stock, puisque dans un échange multilatéral, la SAFER est co-échangiste, donc il faut qu'elle amène des parcelles et qu'elle ressorte avec des parcelles. Donc nous avons acquis 19 hectares en 28 acquisitions. D'accord. On a eu un acte exemplaire aussi, puisque dans un acte notarié, nous avons signé 18 acquisitions au profit de la SAFER. Voilà. Ah oui, donc Maître Rivière-Talon, alors quand c'est à vous qu'est revenu le bébé, bonjour, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Donc, moi, j'ai eu le rôle de rédiger, de préparer le tableau né dans la chambre de monsieur. Voilà, donc nous, effectivement, ça a été un travail au départ où nous avons dû organiser la préparation de cet acte. Donc cette organisation a nécessité de notre côté qu'on scinde chaque échange pour retrouver l'origine de propriété. Donc notre but à nous, c'était d'assurer la sécurité juridique, bien évidemment, de cet échange multilatéral, et puis de l'authentifier. Donc on a eu cette mission de retracer les origines de propriété, de vérifier les transferts de baux qui devaient être faits, de procéder aux résiliations qui devaient être faites également. Donc tout le travail, on va dire, notarial plutôt qu'un notaire doit faire quand il régularise un acte authentique.
Ça représente combien d'heures de travail? Est-ce qu'on arrive à le dire? C'est difficile à quantifier parce que j'ai été amenée à scinder un peu les choses. Donc au départ, on a eu vraiment un travail préparatoire de la rédaction où on a contacté, enfin on a créé des dossiers, on a procédé à des vérifications auprès du service des hypothèques, auprès de l'état civil. Donc ce travail-là a été réalisé par des collaboratrices qui ont été embauchées spécialement pour faire ce travail préparatoire. Et puis, quand on est arrivé en phase de rédaction, il a été confié à la collaboratrice qui a un certain nombre d'expériences, de temps dans l'étude, qui effectivement et connaît bien évidemment toutes les familles du secteur et qui l'a rédigé et qui a été en lien avec les clients. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, il se passe plusieurs années, mais ça veut dire que c'est la vie. Donc, il y a des gens, peut-être des propriétaires qui disparaissent, d'autres qui... Bien évidemment, dans le travail préparatoire et dans le travail de vérification notariale, on a effectivement été confronté à des difficultés juridiques, de succession à régler, de parcelles effectivement où l'origine n'était pas toujours... retracée. Ouais. Donc on a été pas mal aidé par Monsieur Louis et par la SAFER. Et puis les familles en ensemble qui ont fait partie de cet échange ont joué le jeu aussi. Okay. Voilà. Et les confrères également du Vaucluse qui avaient en charge les successions ont également réitéré les successions manquantes. Ok. Donc la signature est toute récente, C'était au mois de juillet. C'est sur 2 dates, c'est sur 2 jours, ouais. C'est 2 et 3 juillet. Donc, vous pouvez nous dire comment ça s'est passé? Tout le monde était réuni? Il fallait que ce jour-là, tout le monde signe. C'était impossible de réunir tout le monde, puisqu'il y a à peu près 100 intervenants à l'acte. Wow. On ne les a pas quantifiés, mais voilà, il y a eu des procurations. Voilà. Oui, quand la date a été posée, si vous voulez, on a effectivement proposé à certains clients de réitérer cet acte par procuration et puis d'autres sont effectivement venus en présentiel. On a laissé le choix. Et puis la plupart ont accepté la procuration. D'accord. Eh bien, bravo, vous êtes les champions du monde, comme on dit. Qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui, finalement, tout ce travail, à vous, agriculteurs? Quel bénéfice vous en tirez? Déjà, de se rappeler à qui étaient les parcelles, parce que nos parents avaient échangé. Donc, on travaillait des terres. Les parents, ils risquent d'arriver d'une minute à l'autre. Donc, on ne savait pas à qui ça appartenait. On a eu la chance que les propriétaires de terres qu'on exploite nous ont laissé la main libre pour les placer à des endroits à côté de nos parcelles à nous pour regrouper nos exploitations. Donc, on a été assez libre de ça. Et aujourd'hui, c'est la facilité d'avoir on sait nos parcelles où elles sont, bien dessinées, bien grandes. Et voilà l'avantage où il a été. Ouais. Vous me disiez aussi, Sylvain, que ça va permettre aussi d'avoir un peu des projets, notamment de plantation de haies, vous reconsidérer un petit peu les paysages autour de vous. Eh bien oui, parce qu'en fait, une exploitation, quand vous avez un îlot avec des parcelles échangées, une parcelle, je vais prendre un exemple, qui fait 10 hectares et qu'à l'intérieur de ces 10 hectares, vous avez 7-8 propriétaires différents et vous n'êtes pas sûr, vous n'allez pas enterrer une canalisation d'eau, vous n'allez pas planter des haies, vous n'allez pas faire des aménagements, quoi. Ah ouais. Et donc là, maintenant qu'on est arrivé au bout, effectivement, il y a des projets qui étaient dans les placards pour des aménagements d'irrigation ou de haies qui vont pouvoir être mis en place avec des fossés qui pourraient être redessinés, des nivellements de terre pour ne pas avoir des pertes de récolte quand il y a des excès d'eau. Enfin voilà, tout ça, c'est important d'avoir des parcelles où on est sûr d'être propriétaire ou au moins d'être exploitant, de sécuriser ça et derrière, sur le long terme, d'avoir la vision pour pouvoir exploiter au mieux. Combien... Ah, on a une petite coupure son qui va peut-être revenir. Ah ben oui, Fabien s'était endormi. Combien d'agriculteurs sont concernés in fine par ce... Alors, il y a eu 47 coéchangistes et 23 exploitations concernées. Waouh! Ah oui, 23 exploitations concernées. Donc en fait, c'est tout un territoire qui a été repensé, remembré... Ouais, comme dit Sébastien, c'est qu'en fait, on a commencé déjà par vouloir sécuriser ce que nos pères avaient fait. Et puis, en fait, quand vous commencez à échanger avec eux, on vous dit, pourquoi pas peut-être aller voir là. Ouais. Et puis lui, il vous dit, moi, en fait, ça fait un moment que cette parcelle, peut-être, ça m'aurait intéressé, celle-là, de moins l'échanger, enfin, de moins la garder. Et puis, à la fin des fins, ce qu'il faut, c'est que tout le monde y gagne. Et
je pense, alors Louis-Olivier a été très bon dans le relationnel avec tout le monde. Ben, parce que voilà, ça paraît fou de mettre tout je le vais monde dire, d'accord. alors, on est entre nous, hein, on n'est pas entre nous, mais c'est des agriculteurs que vous allez voir. Et je Ben, peux vous dire, oui. quand vous parlez de terre à des agriculteurs, c'est Ben, quelque c'est chose. ça. Et donc, c'est dans les tripes, les terres. Et donc, moi je le vis moins comme ça, mais la génération d'avant, quand vous aviez une terre de vos aïeux, c'est une partie de vous, quoi. Ouais. Et donc, quand vous allez demander à quelqu'un de céder cette terre pour aller prendre une terre, mais qui n'est pas de vos aïeux, aujourd'hui, peut-être on y attache moins d'importance, mais pour les générations, on attache de l'importance pour notre patrimoine. Mais Oui. ce morceau de terre-là, Oui. quand bien même il fait 2 mètres carrés, pour les anciens, c'est quelque chose. Aujourd'hui, je ne dis pas que ça n'a pas d'importance, mais on est contraint un peu aussi par l'efficience économique qu'on a besoin d'avoir sur nos exploitations. Donc, on est obligé de passer outre tout ça, même si des fois il y a des sentiments. Et donc, arriver à discuter avec des paysans qui ont depuis des générations certaines terres, arriver à leur faire comprendre que pour le bien commun des jeunes qui sont encore là pour demain, avancer et que ce soit plus efficient. Je suis désolé, mon mot qui revient tout le temps, mais c'est celui-là. Hein. Ces gens-là, ils ont réussi à céder et pour aller leur expliquer, voilà, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Et à la fin, on y est arrivé, je pense, parce que à la fin, je pense, en tout cas, j'ai pas autour de nous, personne n'a été mécontent. Et à chaque fois qu'on a proposé quelque chose, on a essayé d'aller voir ce que la personne pouvait avoir en avantage à la fin et que tout le monde y gagne. Alors, forcément, il n'y a pas l'équité chez tout le monde, mais personne n'a été lésé. À aucun moment, on a essayé de dire, lui, de toute manière, on s'en fout, on va voilà. On a essayé de vraiment d'intégrer tout le monde, d'intéresser tout le monde. C'est quoi alors la recette pour ça? C'est le dialogue, c'est d'être sur le terrain, c'est parce que c'est vrai que ça aussi, c'est un cas unique de mettre 47 agriculteurs d'accord. Après, il y miraculeux. a plusieurs choses. Le fait qu'on a mis des parcelles dans un pot commun. C'est des parcelles, on ne savait pas ce qu'on allait en faire. Moi, je me suis séparé de parcelles, je ne savais pas ce que j'allais en faire. Ça n'intéressait personne. Et par ce biais-là, on a pu compenser des gens. Et il y a des gens qui étaient complètement réfractaires à l'échange, qui se sont engagés dans la procédure. Quoi. Vous voyez moi, j'ai échangé des parcelles avec des gens que je ne pensais pas. Quoi. D'accord. Voilà. Donc c'est un cas unique, il y a un cas d'école. Laurence, est-ce que c'est quelque chose qui doit se reproduire ou pas? Alors, je ne sais pas, il faut une grande connaissance du terrain, grande connaissance des familles, beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, c'est aussi de l'argent. La SAFER aujourd'hui a financé l'ensemble de ces opérations sur ses fonds propres. Ah oui, tout a été financé sur ses fonds propres. Oui. Donc, les collectivités ne sont pas intervenues? Non. Parce qu'elles n'ont pas été sollicitées? Elles ont été sollicitées. Ok, d'accord. Parce qu'on pourrait imaginer, parce que quand je disais qu'il s'agit d'un projet de territoire, on pourrait imaginer que les collectivités soient autour de la table, non? Oui, mais à ce moment-là, c'est une AFAF. Voilà. D'accord. C'est quelque chose qui est diligenté par l'État et c'est autre chose. Là, on est sur une opération d'échange amiable. Voilà. Après, moi, ce que je voudrais rajouter aussi, c'est qu'on a beaucoup retravaillé les limites aussi, avec de nombreux documents d'arpentage, puisqu'on a fait 25 documents d'arpentage pour redresser des limites, créer des accès, etc. Maître Rivière-Talon, quelle leçon vous tirez de... J'imagine que c'est le seul dossier de ce genre que vous avez eu. Qu'est-ce qui vous a frappé, qu'est-ce qui vous a marqué dans cette aventure tout à fait exceptionnelle? Il n'y a pas vraiment de leçon en fait à retirer de cela. Je pense que, comme je l'expliquais tout à l'heure à la SAFER, c'est une mission qui nous a été confiée. Je pense que le notaire est au cœur de l'aménagement du territoire. Je pense que quand on lui présente un dossier de cette ampleur, qui concerne majoritairement ses clients, ou en tout cas dans lequel ses clients et les parcelles du territoire dans lequel il exerce sont concernés, on se doit de réaliser ce type de dossier. Donc c'est pas vraiment une leçon, c'est une mission qui m'a été confiée et que je réalisais sans vraiment me poser de questions. Je prends conscience aujourd'hui de l'ampleur de la tâche qu'on a réalisée, mais on l'a fait avec cœur, avec motivation et avec conviction que ça avait un intérêt pour Piolin, pour Ruchaud, enfin pour toutes les communes qui étaient autour de l'office dans lequel j'exerce, tout simplement. Est-ce qu'aujourd'hui, ça valorise vos exploitations? Ah oui, bien sûr. Oui.
des parcelles qui font, on se retrouve à des parcelles qui font 7-8 hectares, bien sûr que ça valorise énormément, bien sûr. Comme disait Sylvain tout à l'heure, pour faire des installations d'irrigation, tout ça, là au moins ça vaut le coup, quoi. Alors que sur des parcelles d'un demi-hectare ou voire un hectare, c'est pas rentable, quoi. Oui, alors bon, c'est le Vaucluse, on n'est pas dans la bosse, c'est sûr, il ne faut pas faire... voilà, parce qu'on a eu la réflexion, hein, mais vous n'allez pas faire des parcelles de 50 hectares, tu te rends compte, voilà. Non, c'est juste des parcelles qui, pour nous, 7-8 hectares, c'est important, c'est déjà pas mal. Donc ça permet de mieux se projeter dans l'avenir. On parle beaucoup du renouvellement des générations quand le parcellaire comme ça est bien structuré, quand les exploitations... Est-ce que ça aide aussi à se dire, oui, où je vais pouvoir... ne serait-ce que continuer, voire transmettre? Oui, continuer, transmettre. Et comment, surtout, là, ça a été dit plusieurs fois, on fait beaucoup d'échanges interexploitation dans le secteur, puisque les exploitations se sont spécialisées sur une culture, en principe. Donc moi, en l'occurrence, c'est la tomate, et j'ai des collègues, c'est les melons, d'autres, c'est la courge, d'autres, c'est les céréales. Et donc, si vous voulez échanger, alors quand vous êtes spécialisé dans une culture, vous imaginez bien que vous avez du matériel, que vous avez du personnel. Et donc, si vous déplacez du personnel et du matériel 50 fois dans la journée pour aller faire le morceau à droite, le morceau à gauche de la commune là-bas, donc quand vous avez des morceaux qui commencent à être faits à 5-10 hectares, qui sont à l'irrigation, quand vous les échangez avec les collègues, c'est beaucoup plus facile et plus attrayant. Et moi, de même, quand je vais chez le collègue, s'il a une parcelle de 5 ou 10 hectares avec l'irrigation, donc tout ça, ça a vraiment mené une synergie qui avait déjà commencé avant, mais qui là, du coup, l'accélère ou l'augmente. Et du coup, c'est pour le territoire, parce que là, il y a les 23 exploitations concernées, mais indirectement, ça aide les exploitations autour qui ne sont pas dans ce périmètre et qui viennent, elles, faire ces cultures à cet endroit-là, parce qu'il y a des parcellaires qui sont devenus, qui étaient là avant, mais qui n'étaient pas forcément attrayants parce que c'était morcelé, parce qu'il n'y avait pas forcément d'irrigation partout. Et donc là, aujourd'hui, ça nous a amené effectivement du gain de productivité sur nos exploitations, ce qu'on a bien besoin, parce que malheureusement, même avec ça, on n'y arrive pas. Donc... Et alors, on peut parler aussi finalement d'enjeux environnementaux, parce que vous disiez moins de déplacements, etc. C'est un meilleur bilan carbone si on mettait ça à l'échelle de tout le territoire. Vous parlez des haies, donc retour de la biodiversité. C'était peut-être pas le moteur, mais ça reste quand même, finalement, le bilan est bon aussi de ce point de vue-là. C'est un effet collatéral, et tant mieux. C'est effectivement pas l'objectif du début, mais c'est effectivement l'efficience, j'en reviens toujours à la même. Et en fait, quand vous n'êtes pas à vous déplacer d'une commune, d'un morceau à un autre avec un tracteur, avec le personnel, et quand vous irriguez un grand morceau, vous savez les effets de bordure, que ce soit pour l'engrais ou pour l'eau, les effets de bordure, du coup, ils sont diminués. Donc tout ça, à la fin des fins, même si c'est infime, vous économisez du gasoil quand vous travaillez les sols parce que vous tournez moins. Donc à la fin, même si ça paraît infime chez chacun, à la fin, c'est de l'économie de carbone pour tout le monde. Donc c'est vertueux pour tout le monde. C'est vertueux pour tout le monde. Écoutez, bravo. J'ai vu quelqu'un arriver au fond de la salle. On va faire un petit saut dans le passé avec tout le respect que je te dois, André. Mais il faut que tu viennes avec nous parce qu'on parlait de l'origine de ce projet. Et l'origine de ce projet, à l'origine de ce projet, il y avait notamment André Bernard, que vous connaissez, qui est donc le président de la Chambre régionale d'agriculture, et qui a effectivement été, avant qu'on passe sur le tableur Excel, je ne sais pas comment ils se sont partagés sur un bout de papier avec un crayon, mais qui était à l'origine de ces échanges que vous aviez déjà faits à votre façon, quoi. Bon, bonjour à tous. Effectivement, hier soir, on m'a fait faire un bond en arrière de 6 ans. Là, on va faire un bond en arrière de 25 ans, au moins. Puisque la première étude que nous avions lancée à l'époque avec la SAFER, je ne me rappelle plus le nom du Julien, un nom comme ça, je me crois. Bruno Julien. Il était venu, alors on avait pris le petit périmètre autour de l'exploitation parce qu'on a déjà fait des échanges avec son père, avec d'autres agriculteurs. Et on voulait essayer de consolider tout ça par des actes notariés pour que ce soit sécurisé dans le temps. Parce que nous avons un parcellaire, ça vous a été présenté, très petit, avec quelquefois des héritiers qui aujourd'hui veulent récupérer la parcelle où ils sont venus quand ils étaient avec leur grand-père ou arrière-grand-père, et qu'aujourd'hui ils veulent faire une cabane dessus. Et quand vous avez un îlot de quelques hectares, si au milieu d'un demi-hectare on prend 3000 mètres, vous flinguez l'îlot.
Alors, on n'a pas des questions, c'est pas une question de vouloir s'accaparer le foncier, c'est une question de sécuriser le foncier dans les meilleures façons possibles. Je crois que ça a été expliqué, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, effectivement, M. Julien était revenu, alors ça doit être en 98 ou 99. Ce qui est sûr, c'est que c'était encore des francs. Voilà. Donc après, effectivement, ça a macéré, et puis ça a tourné, et puis les jeunes ont repris l'affaire parce que le vieux il est trop couillon, donc c'est eux qui ont fini, et ils en profitent. Voilà. Mais l'histoire, c'est ça, c'est de donner aux exploitations d'aujourd'hui et de demain le maximum de sécurité pour, là aussi, ne perdons pas de vue que nous devons aller chercher le plus de compétitivité possible parce que nous sommes sur un marché compétitif et que chaque fois qu'on veut mettre des protections, les protections ne sont que temporaires et qu'à un moment donné, l'économie vous rattrape. Si vous arrivez à être un peu performant et si vous êtes encore plus performant, eh bien vous allez au combat parce que c'est un véritable combat permanent de capter le marché, de ramener la valeur. Et pour pouvoir installer des jeunes, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut mettre toutes les mesures qu'on veut. S'il n'y a pas un revenu décent et durable, ça n'en vaut rien. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup, André. Vous pouvez l'applaudir, mais oui. Juste un mot, on a vu que c'était un cas unique, que ce cas de cette ampleur, et que effectivement c'est difficile à reproduire aujourd'hui. Qu'est-ce qui manque pour que finalement ça se passe ailleurs comme ça aussi? Parce que je pense qu'il y a d'autres territoires où ça pourrait se jouer comme ça. La première chose qu'il faut, comme dans tous les projets, c'est une volonté des acteurs de terrain. Là, c'était le cas. Si vous imposez quelque chose, le meilleur des systèmes, il est condamné à mourir. Par contre, quand il y a la volonté des acteurs de territoire, dans quel que soit le projet, que ce soit pour un projet sur l'amélioration de la structuration, ou si c'est des projets d'irrigation, ou si c'est des projets de structuration de filières, c'est bien les acteurs qui doivent le porter. Mais après, il faut que l'État, les collectivités territoriales, donnent les véritables moyens à ceux qui ont compétence, en l'occurrence là, sur ce cas présent, la SAFER, pour pouvoir mener ces véritables actions. Parce que, alors oui, il y a eu par le passé, on était tous, la majorité d'entre nous était à peine nés, dans les années 60, des remembrements faits dans certaines régions, c'était clac, clac, clac. Bon, ok, on voit les effets que ça peut provoquer. Aujourd'hui, on doit prendre conscience que sur l'aménagement foncier, il faut intégrer tous ces aspects-là. Mais je crois que ça a été dit. Moi, dans un rectangle, je suis plus efficient. Je veux bien laisser l'arrondi de la parcelle ou la pointe pour la biodiversité. Si j'ai ma parcelle qui est efficace. Par contre, vouloir maintenir des haies pour avoir des parcelles toutes tordues dans lesquelles je ne peux pas passer avec les engins, c'est pas efficace. Donc il faut là aussi en permanence avoir le va-et-vient entre les attentes écologiques, environnementales, mais il faut que ces gens-là comprennent qu'on ne vit pas demain comme on a vécu il y a 2 siècles. Moi, je dis souvent, excusez-moi, mais je prends souvent cet exemple-là. Quand je discute avec des gens, ils voient, je dis, monsieur ou madame, le bureau, dans votre bureau, vous l'avez déjà changé de place. Oui. L'ordinateur sur votre bureau, vous l'avez déjà changé de place parce qu'il n'est plus tout à fait le même. Il y a des fois un écran sur... Oui. Et bien, je dis, moi, les parcelles, je dois les aménager par rapport aux techniques que je vais utiliser. Mes arrière-grands-pères faisaient du verre à soie. Nous avons encore quelques haies de mûriers qui sont au nord-sud. Bon. Nos grands-pères, avec l'arrivée du canal, le chemin de fer, on a développé la production de maraîchage dans le département. On a fait des parcelles est-ouest avec une petite pente pour arroser. Aujourd'hui, si on a des haies de cyprès, si elles ne sont plus adaptées aux cultures d'aujourd'hui. Et vous avez un phénomène de tourbillon. Ben oui, j'enlève les haies qui sont parallèles, qui sont est-ouest. Je remets mes cultures au nord-sud. Je remets une haie en tête de parcelle, une répissive. Et j'ai ma parcelle qui fait 4, 5, 6, 10, 15 hectares. On ne veut pas des parcelles de 100 hectares. Oui, ça, mais je considère aujourd'hui qu'une parcelle de moins, au moins chez nous, parcelle de moins de 5 hectares, on perd en efficacité. Au-delà de 25 hectares, on doit envisager de découper. Mais entre 5 et 25, c'est là où on peut travailler correctement si on a des parcelles. Je pense que... Vous acquiescez. Voilà, c'est ça. Donc, on peut faire ces parcelles-là sans raser toute la plaine, aménager des bosquets dans des délaissés, des répissives ou autres par rapport à des cours, des fossés ou autres, avoir quelque chose qui est sympa, mais tailler des parcelles comme il faut, où on a un rectangle ou un carré, où on perd moins de temps et où on n'a pas de pointe. Ouais.
Eh ben, merci beaucoup, merci et surtout bravo, bravo à vous tous, parce qu'effectivement, comme le disait André, sans votre mobilisation, sans votre application, je pense que ça n'aurait jamais existé. Voilà, chers amis journalistes, c'est un cas unique. Un mot. Alors, je voudrais quand même remercier la SAFER, Monsieur Capdeville, Jean-Louis Cantot. Et Jean-Louis, un soir, on s'est dit, maintenant, ça j'ai suffit. bien vu Jean-Louis. Mais il faut quand même qu'on sorte de ce truc. Alors, il fallait la SAFER a beaucoup de travail. Et là, elle a fait appel à monsieur, alors excusez-moi, Olivier Louis, qui est un prestataire qui a travaillé pour la SAFER, qui a la méthode, qui avait pas que ça à faire, mais qui était centré là-dessus. Parce que quand les agents de la SAFER, vu que il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'opérations qui génèrent des résultats, il nous fallait récupérer un peu de ces résultats pour financer M. Julien pour mettre en place cette opération-là. Ouais. Et je crois que le conseil départemental est parti, je ne sais pas comment ils ont financé là. Ah ouais, d'accord, c'est des miettes, quoi, voilà, bien sûr. Il est parti avant. Ils sont pas là, on peut le dire. Voilà. Alors. Ça a coûté cher à la SAFER. Mais oui, non, mais. Oui, mais enfin, allez. En 25 ans, combien d'opérations intéressantes vous avez fait sur le territoire? Allez, c'est parti. Merci beaucoup, merci à tous. Merci d'avoir suivi cette table ronde. Vous la retrouverez en replay. Elle sera relayée sur les réseaux sociaux du Salon Medagri. Merci, on vous retrouve tout de suite avec les trophées de l'innovation. Bravo.